Il faut pas dire un gros mot, genre de film marrant. Ça y est, c'est parti. Pas photographier, t'es filmé. Pied à l'épaule. Et puis elle filme les deux qui arrivent là-bas. Filme les deux. Ah oui. Premier, deuxième coup. L'instrument dont on se sert. Et ici, on a, si vous voulez, la répétition électrique des renseignements qui se trouvent, qu'on prend là-bas en bout de piste, en particulier le vent. C'est très intéressant pour l'atterrissage des avions. Parce que parfois il est très turbulent, il faut donc avertir le pilote. Donc un ensemble d'enregistrements, et puis aussi vous avez derrière vous des cartes qui nous servent à donner les renseignements en altitude aux avions. Ce qui intéresse les avions, surtout maintenant, les avions modernes, c'est le vent et la température en altitude. Il est évident, vous comprenez très bien que s'il y a un vent par exemple de 200 degrés sur le nez ou dans le dos, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ils font des économies d'essence si évidemment ils sont propulsés par ce vent. Alors on établit des dossiers de vol qui leur donnent à un certain niveau, à plusieurs niveaux même d'ailleurs, parce qu'il faut qu'il y en ait qui montent et puis qui descendent, on leur donne tous ces renseignements. Donc on rassemble ici, grâce à une organisation internationale, une organisation internationale de télécommunications, on rassemble un certain nombre d'éléments, et il y a des centres qui sont habilités à fournir ce genre de cartes. Ce sont des données internationales. Alors ici, évidemment, nous avons fait le centre numéraire, un centre régional qui fournit ce genre de cartes. Il y a aussi Wellington, enfin Auckland, qui nous envoie un ensemble de cartes. Et quand ça n'est pas suffisant, puisque nous avons quand même des liaisons et en même temps, j'ai le contrôle sur le papier. Alors j'arrête quand c'est nécessaire, je transmets mes propres renseignements, ce que j'ai à inclure dans le message, et je peux terminer le message. Alors, donc j'ai transmis un message avec les adresses qui sont ici, avec l'heure, la date, etc., etc. Par contre ici, nous avons... L'avantage c'est qu'évidemment, lorsque monsieur émet quelque part, à Wellington, à Sydney, à Sydney, tous les gens qui sont branchés sur sa fréquence reçoivent en même temps la même carte. Ça évite les transmissions dans plus. Déjà ça, vous voyez, on n'y gagne pas toujours. Hein. D'ailleurs, cette baie qui est relativement récente, de conception, elle a remplacé une vieille baie qui marchait mieux que celle-là. Voilà. C'est comme ça. Parce que celle-là est devenue tellement compliquée que... Bon, ça rentre dans le calcul de l'indice de cumulonimbus. D'accord. Peut-être. Bon, c'est un nuage d'orage très important, très développé en altitude, même des orages. Non, non, ils montent très haut, ils partent très bas, mais ils montent très haut. Alors on le suit comme ça, on le suit, celui-là, il n'est pas très loin, 40 km, 50 km, et on voit l'importance de ce nuage s'il va venir de précipitations. Voilà. Thermomètre sec, thermomètre mouillé, je vous expliquerai en bas, parce qu'on se mouille suffisamment, c'est pas la peine. Ici, il y a des sondes dont vous verrez le résultat en bas, et des enregistreurs, c'est-à-dire qu'on voit la variation de température dans la journée. Ici, un thermomètre à maxima, comme un thermomètre médical, ça monte puis ça ne bouge plus. C'est un thermomètre à minima, c'est-à-dire que ça donne la température la plus faible enregistrée pendant la journée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais l'intéressant, c'est d'avoir un enregistrement continu des variations.
Ça c'est l'humidité, ça c'est la température. Alors on mesure ça en pourcents. En ce moment-ci, je pense que non, c'est pas top secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Le degré hygrométrique de l'air. L'air de miroir, donc l'éclair lumineux retourne, est pris par une cellule photoélectrique et c'est analysé par un système comme une télévision et on finit par avoir un signal qui donne ici la hauteur. J'ai l'impression que là, il bafouille un peu. Parce que c'est pas normal ça. Ou alors vraiment, il n'y a pas de nuage bas. C'est au-dessus de 1500 mètres. Donc sur 24 heures, s'il y avait un accident aérien, si quelqu'un veut faire une étude, il retrouve sur le diagramme tout ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Là, il fait combien le vent? Oh, c'est rien, il n'y a pas de vent quoi. Et alors 60 là ou 100 là? Alors oui, on dit des photos sur le Pacifique. Par exemple, Brisbane, Melbourne, Auckland, Christchurch, etc. Donc, attention, c'est évidemment pas une prévision, c'est une photo instantanée. Ça donne au pilote les masses de nuages qu'il va rencontrer. Et suivant l'éclairage, suivant la brillance du truc, on sait que c'est plus ou moins élevé, que c'est plus ou moins important. On déduit un tas de trucs, enfin, en infrarouge, on sait qu'il y a des températures, c'est très compliqué, c'est la technique météo, c'est la cuisine. C'est l'avion. C'est tout, ouais. L'importance de l'avion, voilà. On parle de le faire lever. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut décoller face au vent. Et non pas vent arrière. Et non pas vent arrière. Et pourquoi non? Pourquoi ça? L'important, si vous décollez vent arrière, l'important c'est de diminuer d'autant de la force du vent. C'est pour ça. Moi, vous n'êtes pas soutenu. Parce que quand on a une résistance, voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la vitesse qui est donnée par la force du vent. C'est déjà ça de moins à prendre sur la vitesse de décollage. De Bahreïn, Singapour, Jakarta, là il passe pas, ça ne s'arrête pas, Sydney, et ici, Tokyo, Tahiti, Los Angeles. Et puis bien entendu aussi Auckland. La météo. La météo, l'hélicoptère. Très bien. Alors donc, ici, au point de vue, notre objectif principal, à nous, vous le voyez avec tous les véhicules qu'on a ici, une partie, hein, parce que ce n'est pas tous les véhicules, hein, le hangar est petit ici, alors donc on a une partie qui est réunie ici. On a, en objectif principal pour nous, c'est sauver des vies humaines en cas de catastrophe aérienne. Hein. En deuxième, on s'occupe de tout ce qui est au point de vue incident ou accident qui peuvent survenir sur l'aéroport. Je viens de vous le dire, on a 21 personnes ici qui sont recrutées par voie de concours, qui ont tous une formation complète d'aérodrome, mais qui peuvent intervenir sur tout feu, et tout sauvetage, et tout incident, si vous voulez, qui peut arriver. On vous a peut-être pas encore dit au point de vue pour la tour de contrôle, pour le tout. Vous allez la voir la tour de contrôle? Non. Alors si vous ne la voyez pas, je vais vous faire un petit topo quand même sur la piste. On a une piste ici qui fait 3000. Elle vient de passer à 3002. Parce qu'on a fait un petit renfort de chaque côté. Si par la suite on a des avions de chasse, ils vont systématiquement au point de vue décollage et tout. Ils ont une poussée très forte derrière, alors ils viennent de leur faire, on va dire, un petit agrandissement de piste de chaque côté qui leur permettra de mettre pleine gomme sans enlever la terre ni quoi que ce soit derrière. Hein. Alors donc ils viennent de faire un petit renforcement de chaque côté et notre piste fait actuellement 3200 mètres. On peut recevoir tout type d'appareils, gros porteurs comme petits porteurs. À titre d'indication, vous avez actuellement devant vous un DC-10. Les DC-10 ne sont pas les plus gros porteurs. Vous auriez eu une petite chance supplémentaire. Aujourd'hui, vous auriez eu une 747, vous avez peut-être entendu comme moi. Il arrive en retard, hein. Il n'arrivera que demain matin. Alors il va arriver que demain matin, puisqu'il est parti plus tard de Paris, il arrivera demain matin à 6 h au lieu de aujourd'hui, il devrait être là, sur le parti. Les plus gros porteurs, tels que le 747, tout dépend comment ils sont organisés à l'intérieur, mais disons qu'ils ont entre 350 et 500 personnes. Ça fait du monde, c'est un fait. Hein. Alors donc nous, je viens de vous le dire, notre objectif principal, c'est de sauver des vies humaines. On est équipé avec des véhicules. Voilà la série qui est toujours opérationnelle H24, avec le personnel adéquat. On s'excuse, ils sont en train de manger actuellement parce que comme ils ont après le départ de l'avion et que tout est prévu dans la journée, hein,
Sinon, si on avait su ça, on vous aurait fait ce qu'on appelle démonstration à toutes les sensus. On fait à toutes les écoles qui viennent nous voir. Alors donc, toujours opérationnel au point de vue terrestre et au point de vue mer. Il faut penser une chose, qu'on est quand même côtier. Si un avion a un incident ou un accident quelconque, il peut tomber aussi bien sur terre qu'il peut tomber sur mer. Au point de vue mer, on a deux bateaux. Ils sont en permanence ici, un Boston Whaler et on va dire un genre Zodiac, ça s'appelle exactement Air Azur, des plateformes de recueil. Et quand on nous déclenche une alerte, rouge, terre, vert, mer, automatiquement pour nous, c'est l'objectif, on le sait tout de suite. On sait tout de suite les engins qu'on a à prendre, on sait tout de suite ce qu'on a à faire. Tous les véhicules, sans exception, sont équipés radio. On ne se promène pas sur une piste comme on se promène sur une avenue. On demande des autorisations. La tour de contrôle, toujours à l'écoute, bien sûr, H24 aussi, nous donnera toutes les coordonnées possibles, imaginables pour tout notre terrain. On a ce qu'on appelle la zone aéroportuaire et la zone avoisinante. La zone avoisinante, pour ceux qui connaissent bien le coin, va du col de la Pirogue jusqu'à la Wingui. Tout ce coin-là, c'est répertorié sur des plans quadrillés, et on nous dit par exemple, vous partez en, je veux dire, T12, par exemple, T12, on va savoir systématiquement sur notre plan quadrillé que T12, c'est du côté de la Pirogue. Si on nous dit vous partez en F22, bon, on ne va pas partir du côté de la Pirogue, bien sûr, on partira du côté de la Wingui. Au point de vue véhicule, tous nos véhicules sont équipés au point de vue extinction. Alors, ils emmènent une réserve de produits eau, et pour éteindre un feu d'hydrocarbures, on n'envoie pas de l'eau dessus. Il faut envoyer de la mousse. Alors, comme il faut envoyer de la mousse, eh bien, on a un produit en même temps, que ni plus ni moins, si vous voulez, je vais vous le dire un peu en termes, à notre terme à nous, on va dire que c'est comme quand on fait la vaisselle. Ça mousse. Eh bien, nous, c'est un produit qui vient se joindre avec et qui nous fait de la mousse. Tous les véhicules que vous voyez ici, 6000 litres d'eau, 720 litres d'émulsifiant dedans, qui nous permet d'avoir une mousse épaisse. Et aux premières interventions qu'on aura sur un avion, c'est refroidir la cabine, penser aux gens qui sont à l'intérieur. Hein. La survie est à l'intérieur, quand il y a un feu généralisé, est environ de 2 minutes. Il ne faut pas manquer son coup. Hein. Dans les 2 minutes, il faut qu'on les refroidisse et éteint. Pneumatique, électrique, et il nous permet d'envoyer systématiquement un débit, je vais vous donner quand même, parce que c'est gros, on est quand même sans manger de sa pièce, moderne, comme on dit. Alors le camion, je vous ai expliqué tout à l'heure, cette grosse planche là, vous permet de projeter au point de vue mou jusqu'à 75 mètres. Et en bas, voilà les protections du véhicule. Par là, on pourra commander dans le véhicule si on veut de l'eau. Si c'est un feu de brousse, on va mettre de l'eau. C'est de la... Ça ne pas brûler en ce moment, vous allez me la dire. C'est tellement vert. Mais disons qu'ici, on a beaucoup de feux de brousse. Hein. Les gens la lui mettent facile. Hein. Ils sont un peu pyromanes ici. Hein. Bien. Alors, disons qu'au point de vue véhicule, il a sa propre défense. Ça jette jusqu'à 2 mètres de chaque côté, comme ça. Et lui peut rouler. Alors, si c'est un feu d'herbe, on mettra avec de l'eau. Si c'est un feu où il y a eu de l'hydrocarbure, par exemple un avion qui s'est posé, les réservoirs ont éclaté, c'est tout en feu, mettons, sur la piste, il peut se permettre d'aller jusqu'à vers l'avion en faisant sa propre défense. Et ici, il sort de la mousse, de chaque côté et derrière. Bien.
Au point de vue catastrophe, eh ben, disons que on peut dire qu'ici sur l'aéroport de la Tontouta, il n'y a pas eu de grosse catastrophe à part un avion militaire qui est tombé il y a quelques années, que vous avez pu voir, qui est du côté de... mais qui est en face de nous, là, qui compte la montagne. On a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des trains d'atterrissage, quand il fait vraiment chaud à des fois, qui sont surchauffés. On a eu un feu de réacteur. Non, moi j'ai pas eu de... Dans ma carrière de pompier, je peux dire que j'ai vu 2 catastrophes aériennes, mais c'était dans la région parisienne. Ça fait des années, vous me direz que je suis pompier depuis l'âge de 18 ans. Ça me fait 32 ans de service cette année. C'est bien vieux. Bon, eh ben, oui. Je vais vous poser une question. Là, je vois des faits les plus questions. Oui, très bien. Bonne question, je vais vous répondre dans 2 minutes. Alors donc, N'oublions pas que c'est pas une très bonne question, on va y venir. Il faut faire voir comment ça équipe un camion à l'intérieur. Donc, j'ai fait 16 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où j'ai vu des interventions, je peux vous dire, de toutes les catégories. Et puis ça fait, ben, disons, autant que je suis sur les aérodromes, mais là, j'arrive de Martinique, là, il y a 1 an et demi seulement que je suis ici. Ça fait 6 ans et demi en Martinique, on a eu pareil, des choses, mais pas de grosses catastrophes. Des petits avions, oui, il y a toujours des petits avions qui arrivent à avoir des petits problèmes, mais dans les gros avions, on peut dire qu'on est gâté. Et ces avions sont quand même très sûrs. Très sûrs et bien. Même un réacteur, on va dire en 747 qui se pose, il a 4 réacteurs, c'est un fait, mais quand il a 4 réacteurs, même s'il se pose avec 3, il se pose très bien. Ça nous est arrivé combien de fois de nous dire que personne à l'intérieur est au courant et il s'est posé avec 3 réacteurs. Tout va bien. Il y a des gens qui sont durs, comme on dit, c'est de nous mettre actuellement où il est bon, ou des trucs comme ça à l'intérieur. Alors là, on peut rien faire la compte. S'ils ont pris leur billet. c'est un désincarcérateur, ça? Voilà, alors ça c'est pour faire les découpages. Tout ce qui est au point de vue matériel, avec une scie avec un disque, on nous permet de faire des découpages sur les avions. Les tuyaux que vous voyez là, puisque je vois que monsieur le regarde, c'est pour mettre en aspiration le véhicule quand on arrive, qu'on n'a pas pour prendre de l'eau après une bouche d'incendie, on se met sur une nappe d'eau en aspiration. Bien sûr, filmé là. Termine les festivals des arts. Mais il parle beaucoup. Mais pendant la moitié, c'est pas bien abri. Ouais, c'est loin.